Cet épisode du balado La santé au-delà des mots est une présentation de Jean-Marc Tremblay, courtier hypothécaire multiprêt hypothèque. Contactez sans tarder Jean-Marc Tremblay, courtier hypothécaire, au 418-435-1531. Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Cette semaine, je reçois Dr Alain Piché, médecin microbiologiste, infectiologue au CHUS à Sherbrooke. Dr Piché est un spécialiste de la COVID. Il a mis sur pied, dans son milieu, une clinique dédiée aux malades atteints de la COVID longue. Cette entité partage certaines similarités avec le syndrome de fatigue chronique et le syndrome post-Lyme. Elle souffre également, à certains égards, de préjugés au sein de la population et du corps médical. Lancer et faire fonctionner une clinique de COVID longue est une tâche titanesque à laquelle Dr Piché s'est attelé avec courage et détermination, offrant ainsi aux malades, parfois qualifiés d'errants médicaux, une porte où frapper pour obtenir des soins et du support. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les partenaires qui supportent le balado, Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque nationale, gestion de patrimoine, le groupe TIJ qui compte 4 concessionnaires automobiles dans la région de Québec et Go Mouton. Dr Piché, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado La santé au-delà des mots. Nous sommes ici ce matin pour discuter de la COVID longue. Donc, d'entrée de jeu, je vous demanderais, pour vous, la COVID, est-ce que c'est terminé ou c'est encore quelque chose dans lequel vous baignez au quotidien? Non, c'est pas terminé du tout. Encore, il y a des nouvelles infections qui surviennent régulièrement. Malheureusement, on a peu d'idées maintenant qu'on fait plus de surveillance active du taux réel d'infection à la COVID. Mais certainement, ça reste. Et puis, évidemment, les longues COVID ou les COVID longues sont encore très d'actualité. Il y a beaucoup de patients qui sont pris avec cette situation-là. Et malheureusement, notre clinique qui voit ce genre de patients-là a un temps d'attente assez long avec une liste de tout près de 400 patients en attente. Là. Donc, la COVID longue, ce n'est pas terminé. La COVID, ce n'est pas terminé. C'est une réalité qui est présente à tous les jours. Si on fait un retour pour nos auditeurs, vous me corrigerez des chiffres approximatifs, mais à l'échelle mondiale, au-dessus de 500 millions, peut-être 600 millions de cas. Au Canada, on parle à peu près de 5 millions de cas, donc les proportions au Québec, 1,3 million. Un taux de mortalité au Canada d'à peu près 1%, 1,4%, ce qui compare à ce que j'ai pu retrouver à l'échelle mondiale. Bien que les statistiques mondiales peuvent être difficiles en fonction des pays, là, il y avait un petit peu de politique parfois associée à ça aussi, là, à la déclaration des cas. Puis, au fond, ce qui est important aussi à retenir comme chiffre, c'est évidemment le taux de complication, pas le taux de complication, mais mettons l'incidence de la longue COVID qui survient au décours d'une COVID. En fait, les chiffres varient beaucoup d'une cohorte à l'autre. Il y a une enquête récente canadienne qui suggérait qu'environ 15% des gens étaient atteints d'aller développer une longue COVID. Ce qui paraît quand même beaucoup lorsqu'on regarde la quantité de gens qui ont eu la COVID. Là. Exactement. Même si avec le Omicron, on a l'impression que l'incidence de la longue COVID était un peu moins élevée qu'avec les variants précédents, compte tenu du nombre de personnes qui ont été infectées avec le Omicron, bien évidemment, en termes de nombre absolu, ça fait des chiffres quand même assez très importants, en fait. Certains, je vous dirais, sceptiques ou autres, regardaient un peu la pandémie, comme vous le savez, puis disaient, c'est une grippe comme les autres. Pour nos auditeurs, la mortalité saisonnière de la grippe,
Ça se situe autour de quoi? On disait 1,25% pour la COVID, mais si on attrape la grippe, nos chances d'en mourir à chaque année? C'est probablement à peu près du même ordre, essentiellement autour entre 1 et 5 là, dépendamment évidemment des facteurs de risque, des comorbidités qui sont présentes là. Puis les comorbidités qui sont associées à des décès avec la grippe sont à peu près les mêmes comorbidités en fait qui sont associées avec un décès avec la COVID là. Vous avez glissé un mot sur la COVID longue et c'est le but de notre rencontre aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que la COVID longue? Oui, c'est une excellente question. La COVID longue, c'est défini comme étant une persistance de symptômes au-delà de 3 mois après une COVID. Donc, normalement, dans une infection virale, en fait, les symptômes vont persister en général 1 semaine, 2 semaines, voire à la limite 4 semaines, mais généralement, ça ne dépasse pas 1 mois. Alors que, évidemment, dans la COVID longue, ben, au fond, les gens qui font la COVID vont avoir des symptômes qui vont malheureusement persister au-delà de 3 mois. Il y a des nouveaux symptômes qui peuvent apparaître aussi après ça. Les symptômes qui sont présents doivent durer au moins depuis 2 mois. Et puis, évidemment, on ne doit pas avoir de diagnostic alternatif pour expliquer la persistance de ces symptômes-là. Ce qui n'est pas toujours évident, évidemment, à éliminer, là, parce que c'est des symptômes qui sont essentiellement non spécifiques jusqu'à un certain point. La fatigue, qui est probablement la plainte la plus fréquente, des troubles cognitifs, des essoufflements et puis des maladies post-effort. Exactement. Mais tous symptômes pourraient en théorie être attribués à une COVID longue dans la mesure où c'est une nouvelle entité. On prend tout au sérieux, disons. C'est sûr, c'est sûr. Il y a au-dessus de 200 symptômes qui ont été associés à la COVID longue, là. Donc, la liste est très, très longue. La présentation est très variable. La sévérité de la présentation est très variable aussi. Donc, c'est pas une entité clinique qui est très facile. Puis, évidemment, ce qu'on a besoin, en fait, c'est d'un test diagnostique. Actuellement, on peut pas faire une prise de sang puis déterminer si un patient a la longue COVID ou pas. Puis, la longue COVID, malheureusement, en fait, ça ressemble à d'autres entités comme l'encéphalomyélite myalgique ou le syndrome post-Lyme aussi, là. Donc, quand vous dites ça ressemble au point de vue diagnostic, ou au point de vue symptomatique, ou ça ressemble au niveau de la physiopathologie? Est-ce qu'on en sait assez sur les maladies pour se prononcer? Oui, quand je parle de ressemblance clinique. La D'accord. présentation clinique, les symptômes qui accompagnent ces conditions-là sont assez similaires. Du point de vue pathophysiologique, malheureusement, pour l'instant, on n'en sait pas assez pour savoir si c'est exactement la même pathophysiologie. Essentiellement, c'est ça. Donc, c'est un diagnostic qui n'est pas facile. Il faut éliminer d'autres conditions. C'est arrivé à l'occasion qu'on a trouvé des insuffisances surrénaliennes, des hypothyroïdies, etc., là, donc pour expliquer les symptômes. Fait que ça prend une investigation avant de dire que quelqu'un a la longue COVID, en plus des symptômes qui sont présents et de la persistance des symptômes, essentiellement, ça prend une investigation, en fait, pour éliminer d'autres conditions qui pourraient se présenter de la même façon. Est-ce que la survenue de cette nouvelle entité qui est la COVID longue, ça nous aide à mieux comprendre certaines maladies qui sont déjà présentes, dont vous avez parlé il y a quelques instants? Ben, ça a mis certainement de l'emphase, compte tenu de l'importance de la longue COVID, du nombre de patients qui sont infectés à la longue COVID, avec la COVID, puis qui ont développé une longue COVID. Évidemment, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis pour comprendre la pathophysiologie. De ce fait, comme il y a d'autres, comme je disais, il y a d'autres pathologies ou d'autres conditions, en fait, qui s'apparentent à la longue COVID, ben, par rebond, on va probablement mieux comprendre ces entités-là en comprenant mieux la longue COVID. Moi, j'avais divulgation ou conflit d'intérêt. Moi, comme beaucoup de gens dans le corps médical aussi, vous saurez m'en parler. Certaines des maladies dont vous avez parlé, avant la pandémie, j'avais un certain préjugé négatif face à ces entités-là parce que je ne les connaissais pas jusqu'à ce que je sois appelé à rencontrer des gens atteints de COVID longue, notamment ou à entendre des entrevues là, de gens qui étaient tout à fait fonctionnels et qui se retrouvent 2 à 3 mois après, invalides, là. Je veux dire, on les entend parler à la radio. Je dirais, on est essoufflé avec eux, les cas que j'ai entendus. Donc, la perception, vous traitez ces patients-là, la perception de vos collègues dans le corps médical, ce que les gens disent, Alain, là, lâche un peu, là.
Oui, oui. En fait, pour être très, très honnête, là, j'avais à peu près les mêmes préoccupations que vous par rapport à ces entités-là qui sont des maladies, des conditions complexes qui sont mal définies. Tout à fait. Fait que, effectivement, mon intérêt était limité par rapport à ces entités-là. On en voyait à l'occasion, Mhm. mais rarement quand même. Mais avec la longue COVID, en fait, personne n'aurait pu évidemment avoir une idée au début de la pandémie que tant de personnes développeraient évidemment une condition chronique suite à la COVID. Et pour avoir traité un certain nombre de patients avec long COVID, je me suis rendu compte qu'effectivement, ces gens-là étaient absolument désemparés et isolés socialement. Il y a beaucoup parmi les collègues d'incompréhension par rapport à cette entité-là. Même au niveau du public, il y a beaucoup d'incompréhension aussi. Fait que ces gens-là se retrouvent relativement isolés par leurs conditions. Évidemment, les gens de leur entourage souvent vont pas comprendre pourquoi ils sont pas capables de fonctionner alors que, tu sais, on fait des tests, on trouve rien, on fait des radiographies pulmonaires, on trouve rien. Fait que l'entourage se demande pourquoi t'es pas capable de fonctionner, là, tu sais, puisque au fond, t'as rien, là, tu sais. Mhm. Fait que c'est extrêmement difficile pour ces gens-là de faire face à l'entourage. Heureusement, il y a des gens qui ont du support quand même de leur entourage. Il y a certaines personnes qui ont peu de support, puis il y a beaucoup d'errance médicale aussi parmi ces gens-là. On a malheureusement tendance à travailler en silo. Fait que si la personne a des symptômes neurologiques, on la fait voir par le neurologue qui dit que finalement, il y a rien au niveau neurologique qu'on peut objectiver. On les fait voir par la pneumo, il y a rien au niveau de la pneumo. Puis bon, ils se promènent d'une spécialité à l'autre comme ça sans que finalement personne ne prenne en charge de façon globale le patient, ce qui est malheureux en fait. Là. Vous vivez des périodes d'insécurité lors de votre renouvellement hypothécaire. Vous aimeriez discuter de vos projets hypothécaires et ainsi obtenir les meilleures conditions de remboursement en lien avec votre situation? La mission de Jean-Marc Tremblay, courtier hypothécaire multiprêt hypothèque, est de trouver le meilleur prêt hypothécaire pour vous sans frais. Vous avez accès aux produits d'une vingtaine d'institutions financières et ce même sans vous déplacer. De cette façon, vous êtes certain d'obtenir une hypothèque adaptée à vos besoins, ce qui vous permettra de réaliser des économies considérables. Que ce soit pour un achat, une préapprobation, un refinancement, un renouvellement, une marge de crédit ou tout simplement pour obtenir des conseils judicieux, n'hésitez pas à contacter Jean-Marc et faites-lui part de votre projet. Contactez Jean-Marc pour une préautorisation rapide et sans frais au 418-435-1531. C'est au 418-435-1531 ou recherchez Jean-Marc Tremblay, courtier hypothécaire, sur votre moteur de recherche. Avant de poursuivre vraiment sur le traitement ou le diagnostic, si on fait la COVID, est-ce qu'on peut faire des choses pour prévenir une COVID longue? De la façon dont on se traite, on se repose, le retour au travail ou quoi que ce soit de cette nature-là. Est-ce qu'on a des données là-dessus? Il y a certaines données qui suggèrent que les antiviraux comme le Paxlovid pourraient être efficaces pour prévenir en prophylaxie post-exposition. Donc, quelqu'un développe la COVID, on lui donne le Paxlovid, ça pourrait diminuer l'incidence de la longue COVID. Même chose avec certains médicaments de façon paradoxale qu'on utilise pour le diabète qui pourrait prévenir, pour ne pas le nommer la metformine, qui pourrait aussi diminuer en prophylaxie post-exposition la survenue de la longue COVID.
Mais évidemment, ces études-là ont été faites chez des gens qui avaient des facteurs de risque, manifestement, pour évoluer vers des complications. Alors que la majorité des gens qui font la COVID, ben, c'est des gens essentiellement qui n'ont pas de comorbidité. Fait qu'on n'a pas de données chez ce groupe de personnes-là. Là. Fait que c'est très imparfait pour l'instant, malheureusement, comme données. Là. D'accord. Vous parliez tout à l'heure d'errance médicale. Peut-être juste définir le terme pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs qui ne sont pas dans le domaine. OK. Ben, essentiellement, c'est des patients qui vont consulter pour donc des symptômes persistants chroniques. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir des engourdissements au niveau des mains ou des jambes. Le médecin de famille comprend pas trop pourquoi il a ces symptômes-là. Il envoie voir un neurologue qui lui dit finalement qu'il n'y a rien. Il peut avoir des symptômes pulmonaires aussi. On l'envoie voir un pneumologue qui dit qu'il n'y a rien finalement aussi. Fait qu'il y a des gens qui peuvent voir quand même de multiples consultants, de multiples spécialistes, sans que finalement on ait de diagnostic qui sortent de là et sans que personne finalement prenne en charge le patient, puis assure un suivi de ces gens-là. Là. Est-ce qu'il y a un risque quand même que les patients tombent un peu dans ce qu'on appelle en anglais le sick role ou le rôle du malade finalement? Là. Donc, est-ce que pour vous c'est un enjeu en clinique ou puis comment gérer ou challenger les patients à cet effet? Oui, c'est pas facile effectivement parce que vient un temps où on peut se poser la question. C'est sûr qu'il y a une base pathophysiologique à la longue COVID. Mm-hmm. Il y a Mais parmi le monde médical, il y a certaines personnes qui pensent que ce n'est que des troubles neurologiques fonctionnels. Puis on peut se demander jusqu'à un certain point, effectivement, des gens qui vont avoir des symptômes chroniques pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une partie de ces symptômes-là qui ne seront pas reliés à des troubles qui vont devenir fonctionnels? C'est toujours possible. Mais encore une fois, il y a quand même une base pathophysiologique à cette entité-là. Puis évidemment, la longue COVID, c'est une entité qui évolue dans le temps. Qui changent, puis il y a d'autres diagnostics, au fond, qui peuvent se greffer à ça aussi. Donc, ça rend, encore une fois, le suivi et la prise en charge pas toujours facile, là, honnêtement. Que sait-on de la physiopathologie de la COVID longue en 2023, 3 ans après le début de la pandémie? Oui. Notre compréhension de la pathophysiologie est très incomplète pour l'instant. Il y a plusieurs théories qui sont avancées. Une des théories, c'est la persistance du virus dans le corps. Il y a certaines évidences directes et indirectes qui suggèrent qu'effectivement, il peut y avoir une certaine persistance du virus. Puis probablement que ça se manifeste par le fait que il y a des patients qui vont s'améliorer de façon significative quand on leur donne du Paxlovid, qui est un antiviral, encore une fois, donc qui va agir sur le virus pour le détruire. Donc, le fait que certaines personnes répondent au Paxlovid suggère qu'effectivement, il peut y avoir une persistance du virus chez certains patients. Probablement pas chez tous les patients, mais chez certains patients. Donc, ça, c'est une première théorie. L'autre théorie, c'est la théorie de l'inflammation, c'est-à-dire que le virus infecte le patient initialement, puis pour une raison qui est pas claire, chez certains patients, ça va engendrer une réaction inflammatoire qui va persister dans le temps et qui va amener les symptômes au fond que les patients ont. L'autre théorie, c'est la théorie auto-immunitaire, c'est-à-dire que le virus, en infectant le patient, va stimuler la production d'auto-anticorps qui vont engendrer en fait les symptômes chroniques qu'on voit chez les patients, là, un peu comme la sclérose en plaques ou la polyarthrite rhumatoïde, qui sont des maladies auto-inflammatoires, auto-immunitaires. Avez-vous une cause préférée, vous, ou une explication qui tient plus un peu la route? Je pense la longue COVID, c'est une entité très, très hétérogène. Fait que mon impression, c'est qu'il n'y aura pas une explication, mais probablement plusieurs explications. Et ça sera probablement pas, malheureusement, une maladie qui va être, pas une maladie, mais une condition qui va être facile à traiter. Puis je ne sais pas si on va être capable de guérir la longue COVID non plus. On va certainement être capable de probablement contrôler beaucoup mieux les symptômes qu'on le fait actuellement, comme par exemple dans la sclérose en plaques ou la polyarthrite rhumatoïde, où on arrive à contrôler quand même très bien ces maladies-là, puis rendre les gens très, très fonctionnels, malgré tout, même si on n'arrive pas à les guérir. Ça fait que ça va probablement être la même chose avec la longue
mon impression, c'est que ça va probablement être la même chose avec la long COVID. Donc, on va arriver à contrôler les symptômes de ces patients-là assez bien, les retourner ou les rendre fonctionnels à nouveau, mais peut-être qu'on ne sera pas capable de guérir la condition. D'accord, d'accord. J'ai parfois l'impression que les patients atteints de COVID longue sont un peu ou risquent d'être les victimes oubliées de la pandémie. Est-ce que je me trompe ou je regarde un peu là, le type de symptômes, le type de maladie, l'association à des entités comme la fibromyalgie. Il me semble que c'est la recette idéale pour être tassé dans un coin ou... Oui. On aurait eu cette discussion-là il y a un an, je vous aurais dit oui. OK. Maintenant, il faut reconnaître quand même que à la fois le gouvernement canadien et le gouvernement québécois ont reconnu la longue COVID comme étant une priorité de santé. OK. Donc, le gouvernement du Québec a quand même injecté 20 millions pour la création de cliniques post-COVID, donc pour prendre ces gens-là en charge. Et le gouvernement canadien a quand même investi aussi une somme de 20 millions pour créer un réseau long COVID à travers le Canada. Donc, il y a certainement une volonté de mieux comprendre cette entité-là et de prendre en charge ces patients-là de façon adéquate. Est-ce que c'est considéré comme une maladie professionnelle pour les travailleurs de la santé, par exemple, qui l'attrapent ou qui l'ont attrapé en milieu hospitalier? Effectivement, ces gens-là sont sur la CNESST en relation avec ça. Okay. Tout à fait. Est-ce que c'est un enjeu pour les patients? Surtout, les patients maintenant ne consultent plus, vont passer un test rapide. Est-ce que c'est un enjeu de ne pas avoir un diagnostic prouvé d'infection à la COVID-19? C'est un enjeu. Ça pose certainement un problème au niveau du diagnostic si les patients n'ont pas de test, parce que comme je le disais tout à l'heure, ces symptômes-là sont non spécifiques, peuvent s'apparenter à différentes conditions. Entre autres, comme je le disais, l'encéphalomyélite myalgique puis le syndrome post-Lyme vont donner essentiellement les mêmes manifestations cliniques. Fait qu'un patient qui n'a pas de diagnostic prouvé de COVID, puis qu'il y a des symptômes qui ressemblent à ceux d'un encéphalomyélite myalgique, essentiellement, c'est sûr que, s'il y a un contexte épidémiologique qui suggère effectivement une transmission de la COVID, on peut probablement présumer que c'est une COVID, mais ça pourrait être à la limite aussi une encéphalomyélite myalgique, là. D'accord. À partir du moment où on n'a pas de diagnostic, ça rend les choses plus difficiles, là. J'aimerais que vous me parliez un peu de ce que vous avez comme structure de soins à Sherbrooke. Parce que j'ai entendu parler de vous dès les débuts de la pandémie, là, qu'il y avait une clinique de COVID longue à Sherbrooke. Vous avez été un peu aspiré dans ce processus-là à cause de votre spécialité, j'imagine? À cause de la spécialité puis à cause de l'intérêt de recherche aussi, je dois l'avouer, là. À ce moment-là, on créait un réseau de biobanques à travers le Québec pour la COVID aussi. Fait que j'ai été impliqué là-dedans dès le début. Mais effectivement, on a voulu prendre en charge ces patients-là initialement. Donc, la clinique a été ouverte en mai 2021. D'accord. Mai 2020, pardon. Donc, pratiquement au début de la pandémie. Fait qu'on était à peu près la seule clinique à ce moment-là qui opérait et qui était pas une clinique de recherche, là, mais qui prenait en charge les patients et qui assurait le suivi de ces patients-là, là. Donc, essentiellement, c'est ça. Puis, la clinique a grossi progressivement de par le fait que c'était une des seules cliniques. On a eu des gens qui venaient d'un peu partout au Québec. Puis, encore aujourd'hui, malgré la création des différentes cliniques à travers le Québec, on a encore beaucoup de patients qui viennent de l'extérieur. La moitié de nos patients viennent de l'extérieur de l'Estrie, là. En mai 2020, lorsque vous ouvrez votre clinique, donc le concept de COVID longue existe déjà, manifestement. Émerge à peine. On commence à voir dans la littérature, effectivement, des articles qui suggèrent qu'il y a des gens qui, après la COVID, vont développer des symptômes persistants, essentiellement. Puis c'est ce qu'on commence à voir à la clinique aussi, des gens, donc, qui commencent à avoir des symptômes persistants. Il y avait des gens à cette époque-là qui, évidemment, n'avaient pas de symptômes persistants, mais il y a des gens, on s'est rendu rapidement compte, qui, effectivement, développaient des symptômes persistants. Et votre clinique de COVID longue actuellement à Sherbrooke, ça peut ressembler à quoi en termes de type de professionnel, l'organisation, tout ça?
Oui, ben, c'est une clinique interdisciplinaire, donc il y a différents intervenants professionnels de la santé qui sont impliqués dans la clinique, nutritionnistes, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, physiothérapeutes, infirmières, médecins. Et puis, donc, c'est une clinique interdisciplinaire qui s'est formée au cours du temps, puis avec, évidemment, l'argent que le gouvernement fournit pour les cliniques post-COVID, ben, ça nous a permis de nous structurer un petit peu mieux, essentiellement. Ce qui reste difficile dans le contexte actuel où on manque de personnel partout, c'est effectivement de consacrer des ressources à une clinique comme ça, là. Vous parliez tout à l'heure un peu du pronostic qui est incertain, de l'espoir peut-être de retourner les gens vers un certain niveau de fonctionnement, peut-être retourner au travail. En pratique, ça doit être quand même très difficile lorsqu'on a un jeune patient qui était en parfaite santé un an avant. Là, l'objectif, c'est simplement peut-être de retourner à un niveau minimal de fonctionnement. Il doit y avoir une composante de dépression qui s'installe, puis Effectivement, c'est sûr que c'est pas facile. Puis j'avoue qu'après une journée de clinique, mentalement, c'est difficile là, parce que on a des gens donc qui ont des atteintes fonctionnelles sévères, qui s'améliorent malheureusement peu dans le temps. Donc, comme vous le dites, c'est des gens qui sont en bonne santé, qui du jour au lendemain pratiquement deviennent non fonctionnels. Fait que il y a un processus d'adaptation, il y a un processus d'acceptation qui est pas facile de cette condition-là. Et à l'heure actuelle, on n'a pas tant de choses à offrir aux patients en termes d'amélioration, là. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'études cliniques qui sont en cours. On espère que d'ici effectivement un an, on va pouvoir avoir des choses plus intéressantes à offrir puis améliorer le pronostic. Mais pour l'instant, le pronostic reste, limité jusqu'à un certain point en termes d'amélioration fonctionnelle. Et c'est évidemment malheureux compte tenu du nombre de patients qui sont pris avec cette condition-là. Vous parliez des longues listes d'attente pour avoir accès à vos services. Est-ce qu'il y a un impact sur le pronostic? Donc, le patient qui est en attente pendant 1 an et demi chez lui, essentiellement invalide, sort peu, s'alimente mal, il arrive chez vous en moins bon état. Est-ce que ça impacte le pronostic? C'est sûr que si on était capable de les prendre en charge plus rapidement, avant que il y ait une chronicité qui s'installe, ça serait probablement plus avantageux. C'est pas clairement démontré, mais ça fait certainement du sens. Puis au point de vue réadaptation aussi, plus on prend les patients tôt en charge, puis mieux c'est probablement pour l'évolution, là. Mais c'est pas tout à fait clair à ce point-là, là. Mais évidemment, dans l'état actuel des choses, c'est malheureusement difficile de faire mieux que ce qu'on fait, là. On essaie d'améliorer, de voir le plus de patients possible, mais c'est pas toujours simple, là. Les patients qui consultent à votre clinique vont être vus par tous les professionnels. Qui le chef d'orchestre un peu? Est-ce que c'est vous ou c'est... Oui, c'est le médecin qui est le chef d'orchestre, effectivement, qui va distribuer au fond qui va décider en fait quels intervenants doivent être impliqués dans le dossier là, du patient. Ça reste assez standard comme prise en charge. Ben non, c'est pas vrai. Ça reste pas standard comme prise en charge parce qu'il n'y a pas de prise en charge standard de ces patients-là. Mais notre approche est souvent la même chez la majorité des patients, puisque la majorité des patients vont se présenter avec des symptômes qui sont assez similaires, somme toute, puis une atteinte fonctionnelle qui est assez importante aussi. Évidemment, on est biaisé parce les patients qui nous sont référés sont les patients qui sont souvent le plus atteints avec une atteinte fonctionnelle importante. Donc, la prise en charge chez nous est assez similaire pour l'ensemble des patients, là. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com
www.lalademoapodcast.com. L'univers du podcast t'attend. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Les patients qui vous consultent, donc, sont vus par les professionnels, retournent à la maison avec certaines formes de prescription au niveau des activités. Au début de cette entité-là, on parlait beaucoup de pacing. Est-ce que c'est un concept qui est encore... Oui, c'est un concept qui est important parce que, au fond, souvent, ce qui limite beaucoup les gens dans leur fonctionnalité de tous les jours, c'est ce qu'on appelle les malaises post-effort. Fait qu'à partir du moment où on contrôle, où les patients prennent conscience qu'effectivement, ils ont des malaises post-effort, puis que l'activité qu'ils font va engendrer des malaises post-effort. À partir du moment où ils font ça, puis ils introduisent des notions de conservation d'énergie, de pacing, le nombre de malaises post-effort va diminuer, puis leur qualité de vie va s'améliorer, disons, légèrement avec ça, là. Donc, c'est un concept fondamental quand on commence à les voir au début, ce concept-là de conservation d'énergie, de pacing, là. Donc, en quoi, pour que les gens comprennent bien, là, ce que j'en avais compris, c'est que pour certains individus, ça peut être simplement de prendre une douche dans la journée. Ça pourrait être l'activité principale. La plupart des patients qui me sont référés, effectivement, ont des atteintes fonctionnelles sévères. Ça veut dire que, mettons, effectivement, prendre une douche, faire à manger, se laver les cheveux, des activités comme ça, va engendrer effectivement des malaises post-effort. Fait que ces gens-là, essentiellement, ont un niveau d'énergie qui est très, très limité là, comparé à quelqu'un qui a pas cette condition-là. Fait que au fond, en faisant une activité qui peut paraître banale, ben ces gens-là, comme ils ont moins d'énergie au départ, vont complètement vider leur batterie, si on veut, après un effort aussi léger que faire à manger, par exemple, ou faire la vaisselle ou peu importe. Donc, ils doivent, dans la journée, limiter le nombre d'activités qu'ils vont faire. Fait que si ils prennent une douche puis ils n'ont plus d'énergie après, ben ils doivent se limiter essentiellement à cette activité-là dans la journée, là. Donc, c'est évidemment très, très difficile pour ces patients-là de fonctionner à peu près normalement, de faire des courses, d'aller à l'extérieur, etc., là. C'est tout à fait contre-intuitif comme récupération après une maladie, parce qu'en général, lorsqu'on récupère d'une maladie, que ce soit une blessure sportive ou même à la limite pneumonie ou autre, on a tendance à, entre guillemets, pousser la machine, mais là, les gens ne peuvent même pas se rendre à l'amorce d'un symptôme de fatigue, si je comprends bien. Non, effectivement, puis on l'a vu à certains moments, des médecins ou des professionnels de la santé qui encourageaient ces patients-là, effectivement, à en faire plus, à se pousser pour récupérer. Puis ce qu'on voit, c'est que ces gens-là, au fond, se détériorent plutôt que de s'améliorer, là, à cause des malaises post-effort, donc qui sont à peu près constants chez ces gens-là quand ils se poussent. Quel lien faites-vous entre les différents mécanismes physiopathologiques dont vous avez parlé tout à l'heure et la nécessité de faire du pacing? Qu'est-ce que l'activité physique entraîne? Une recrudescence de l'inflammation? Est-ce qu'on sait ce qui se passe chez le patient malade qui décide de passer la balayeuse en plus de prendre sa douche, pour donner un exemple très simple, là, mais ça peut être aussi sévère que ça? Effectivement, c'est une bonne question. Du point de vue pathophysiologique, c'est pas clair pourquoi ces gens-là vont avoir des malaises post-effort, puis pourquoi certaines personnes vont avoir des malaises post-effort avec une activité très minime, d'autres qui vont avoir des malaises post-effort avec une activité qui est un petit peu plus importante. Pourquoi le stress aussi peut engendrer des malaises post-effort ou une activité cognitive plus importante va engendrer des malaises post-effort aussi. Puis lorsque ces gens-là ont des malaises post-effort, ben en fait, il y a toute une kyrielle aussi de symptômes qui réapparaissent chez ces gens-là, souvent reliés au système nerveux autonome, là. OK. Parce qu'en même paradoxalement, l'inactivité ou le peu d'activité a des effets secondaires aussi sur l'atrophie musculaire, le moral.
Oui. Donc, il faut essayer de balancer effectivement le déconditionnement qu'on veut pas chez ces gens-là, effectivement, avec l'activité qu'ils sont capables de faire. Mais c'est pas toujours facile, là. Il y a des gens, encore une fois, comme on le disait, qui sont incapables de supporter la lumière, incapables de supporter le bruit. J'ai des patients qui restent dans leur chambre couchés avec les lumières fermées, pas de bruit, puis c'est vraiment un niveau de fonctionnement qui est très, 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 très limité, là. OK. Avez-vous des patients qui se découragent ou qui quittent la clinique parce que vous les voyez souvent pour leur offrir pas toujours beaucoup de choses ou pas beaucoup de choses positives? Oui, oui. Mais la plupart des patients sont en général satisfaits parce que ne serait-ce que de les écouter, puis de croire aux symptômes qu'ils ont. Souvent, c'est déjà beaucoup parce qu'ils ont pas magasiné, mais ils ont consulté à différents endroits et ils ont eu l'impression qu'on les comprenait pas, qu'on considérait pas ces symptômes-là comme étant des vrais symptômes, mais encore une fois, plutôt une atteinte fonctionnelle. Fait que le fait d'être pris en charge, d'être compris, d'être revu régulièrement, même si pour l'instant, les traitements sont limités en termes d'efficacité, ben la plupart de ces gens-là apprécient. Puis ceux qui quittent la clinique, ben c'est des gens qui vont généralement avoir résolu leurs symptômes parce que heureusement, on a quand même un petit pourcentage de patients qui vont s'améliorer avec le temps. Des cliniques comme la vôtre, actuellement au Québec, est-ce qu'il y en a un peu partout ou ça demeure quand même réservé aux grands centres? Il y a le ministère a déployé 5 cliniques interdisciplinaires dans les grands centres, puis 10 cliniques, on va dire, plus en périphérie, qui offrent un peu moins de services, là. Des cliniques post-COVID, spécialisées pour la prise en charge des patients avec COVID long. Le minimum en termes professionnels, est-ce qu'on pourrait élaborer une clinique à partir de juste quelques individus? Est-ce que ça prend comme un noyau central de professionnels pour une amorce d'une clinique de prise en charge des patients atteints de COVID longue? Ben, pour avoir une prise en charge optimale, à mon avis, ça prend une équipe interdisciplinaire. Pour les gens qui ont une atteinte fonctionnelle sévère, ça prend une équipe interdisciplinaire parce que c'est une condition qui touche à la fois le cognitif et le physique. Puis, comme on le disait, ces gens-là vont éventuellement développer, à cause de la chronicité des symptômes, vont développer des problèmes anxio-dépressifs. Donc, ça prend certainement pas une atteinte, mais une prise en charge interdisciplinaire. Ça me paraît difficile pour un patient, pour un médecin de prendre en charge, mettons, quelques patients dans sa propre clinique. Puis c'est un peu comme le VIH à l'époque où on disait que pour développer une expertise satisfaisante, il fallait suivre au moins une centaine de patients. Avec la longue COVID, compte tenu de toutes les études qui sont publiées et puis l'évolution de cette condition-là, il faut un nombre minimum, je pense, de patients pour comprendre et offrir les services puis une prise en charge adéquate. On parlait tout à l'heure des préjugés face à la COVID longue ou à d'autres entités similaires. Avez-vous de la difficulté à recruter des collègues pour venir travailler avec vous? Avez-vous un gros effort de persuasion à faire? Oui, ça reste effectivement un problème assez important d'intéresser les collègues à cette problématique-là. C'est un problème qui est non résolu, puis on le voit à travers les cliniques qui ont été créées par le ministère. C'est difficile de recruter des médecins qui vont effectivement prendre en charge ces patients-là. Êtes-vous le seul spécialiste en microbiologie médicale qui est impliqué dans la clinique? À Sherbrooke, oui. Avez-vous, personnellement, là, comme professionnel, avez-vous peur parfois, là, vous avez mis la main dans le tordeur, que le bras y passe aussi?
On peut effectivement dire ça. Je pense que l'important, c'est d'assurer effectivement, la clinique ne peut pas reposer sur un seul médecin, là. C'est important de pouvoir avoir plusieurs collègues qui s'intéressent à cette problématique-là, mais comme on le disait, c'est pas facile de convaincre les collègues de s'intéresser à ça. Est-ce que ça prend nécessairement une formation dans un domaine lié de quelque façon que ce soit à la COVID ou je vous donne un exemple, moi je suis chirurgien, je serais en fin de pratique, est-ce que je pourrais offrir mes services dans une clinique de COVID longue et devenir utile, fonctionnel et ne pas nuire assez rapidement? Tout à fait. L'important, je pense que c'est d'avoir l'intérêt pour ce type de clientèle-là, d'avoir l'écoute pour ce type de clientèle-là. Puis, au fond, c'est un peu comme le VIH à l'époque. Hein. Mm-hmm. Il y a des médecins de famille à Montréal qui ont des grandes cliniques VIH, puis ce ne sont pas des spécialistes en microbiologie, là. Donc, un interniste, en fait, peu importe la spécialité, en autant que quelqu'un a l'intérêt pour la COVID, a l'intérêt pour ces patients-là, a l'intérêt pour suivre la recherche aussi dans ce domaine-là, puis l'évolution des connaissances, c'est tout à fait approprié et correct, là. J'ai l'impression qu'avec ce type de maladie-là, selon la clientèle, assez régulièrement, des patients doivent vous challenger sur des nouveautés, ont lu des choses que vous n'avez pas eu le temps de lire, puis les patients deviennent à la limite peut-être aussi connaissants, sans avoir nécessairement la structure qui tourne autour des connaissances, aussi connaissants que vous? Absolument, on voit ça assez régulièrement, effectivement. Des gens qui suivent les groupes Facebook, qui suivent différentes informations qu'on trouve sur le net, puis qui reviennent à la clinique en demandant tel ou tel traitement, est-ce que ça pourrait être bénéfique pour moi? Ça nous arrive régulièrement, effectivement. Donc, ça vous force à faire des lectures à chaque clinique? Ça nous force à suivre la littérature, effectivement, scientifique et à la limite, pas tout à fait toujours très scientifique. On parlait du pronostic de récupération tout à l'heure. Êtes-vous capable, en début de COVID long, d'établir un pronostic en fonction de certains critères, ne serait-ce que le sexe, l'âge, l'intensité de l'épisode de la COVID, la vaccination ou autre? Pour l'instant, c'est extrêmement difficile de déterminer quelle va être l'évolution de la longue COVID. L'expérience montre que des gens qui ont généralement une atteinte fonctionnelle peu importante, donc qui sont capables de continuer à travailler malgré leur COVID, qui ont peu de symptômes, 2 ou 3 symptômes, ont tendance à évoluer de façon plus favorable que quelqu'un qui se présenterait avec une atteinte fonctionnelle sévère, qui aurait 20 symptômes différents. Ces gens-là ont tendance malheureusement à s'améliorer peu avec le temps. Mais les patients qui vont résoudre éventuellement leurs symptômes à l'intérieur d'1 ou 2 ans, c'est malheureusement une minorité de patients. Là, on parle de probablement 1 à 5 % de patients là, qui ont la longue. Donc, aujourd'hui, là, si vous avez un patient qui arrive avec une COVID longue, je dirais d'intensité modérée, là, sans savoir ce que ça veut dire, mais tout au moins ne travaille pas et est limité dans ses activités quotidiennes, qu'avez-vous à lui dire sur c'est l'incertitude totale, finalement, sur... C'est pas l'incertitude totale, mais évidemment, ce que je leur dis, c'est que le pronostic est pas clair. Okay. C'est difficile de dire comment ils vont évoluer. On va regarder aussi les complications qui peuvent s'apparenter à ça, syndrome d'activation des mastocytes, myocardite, POTS, etc., qui sont toutes des conditions qui peuvent accompagner ou compliquer l'évolution de la longue COVID. Et puis, essentiellement, c'est ça. Puis, on va les suivre dans le temps. Puis, comme je disais, c'est une condition qui est dynamique. Il y a d'autres diagnostics qui peuvent se rajouter par la suite. Puis, on va tenter un certain nombre de médicaments en fonction des complications qu'on trouve, là. Est-ce qu'il y a à l'échelle mondiale ou peut-être nord-américaine maintenant des consortiums ou des regroupements de médecins qui traitent la COVID longue, des formes nouvelles associations professionnelles, si on veut, ou scientifiques? Au Canada et au Québec, certainement, on a ce genre de consortium-là. Mais c'est sûr que quand on émet des lignes directrices ou on fait des recommandations, habituellement, tous ces organismes-là vont se baser sur des données probantes.
Mhm. Le problème en long COVID, c'est qu'on a, encore une fois, comme c'est une condition qui est relativement nouvelle, on n'a pas de données probantes. Fait que c'est difficile de faire des recommandations, d'avoir des consensus là, sur la prise en charge. L'INES a émis des lignes directrices. On est en train, au niveau canadien, il y a un consortium aussi qui est en train de mettre en place qui travaille sur des lignes directrices essentiellement sur différents aspects de la longue COVID. Oui, il y a des efforts qui sont faits en ce sens-là, mais bon, évidemment, il y a des patients qui sont pris avec cette condition-là qu'on doit aider rapidement, là. Vos prévisions, docteur Piché, pour l'évolution de la pandémie ou de la COVID au cours des prochaines années, est-ce qu'on se chronicise, le virus disparaît? Si vous aviez 100 $ à mettre sur la table. Oui, comme je le disais, je pense pas que le virus va disparaître. La longue COVID est là non, je ne devrais pas dire est là pour rester, mais je pense, comme je le disais tout à l'heure, mon impression, c'est qu'on va arriver à contrôler les symptômes, mais je suis pas sûr qu'on va arriver à guérir cette condition-là à cause de la complexité de la pathophysiologie de la chose, là. Ça va être, il y a des cibles thérapeutiques qui commencent à émerger. Mais encore une fois, les systèmes sont tellement complexes que ça va être probablement difficile de la guérir, là. Ce qui pourrait arriver, c'est que des patients soient sous médication avec un excellent contrôle de leurs symptômes, mais soit sous médication de façon chronique. Et l'évolution de la pandémie comme telle, ou plutôt de l'évolution du virus là, au niveau de la population générale au cours des prochaines années? Plus difficile à dire. Il y a évidemment des nouveaux variants qui qui émergent régulièrement. Fait que si on a affaire à un variant qui est particulièrement virulent, on pourrait voir une réémergence de COVID et par le fait même possiblement de long COVID, là. OK. Difficile à prédire. Dites-moi, avec l'expérience des 3 dernières années, avec les patients atteints de COVID longue, est-ce que ça a changé votre vision de ce que c'est d'être en santé ou votre définition de la santé? C'est une question qui est difficile à répondre. Je dirais que ça m'a fait prendre conscience effectivement que la santé, c'est quelque chose de très précaire, que du jour au lendemain, comme ça, on peut être très fonctionnel puis devenir tout à fait non fonctionnel. Puis malheureusement, quand on voit ça, quand ces gens-là ont une persistance de leurs symptômes et peu d'amélioration, ça nous fait prendre conscience qu'effectivement, la santé, c'est très précaire. Si vous pouviez changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, ce serait quoi? Question difficile aussi, il y a tellement de problématiques dans le système. Honnêtement, c'est difficile pour moi. Tu sais, même si on injecte plus d'argent, même si on met plus de médecins, même si les problématiques sont là pour probablement demeurer. C'est assez difficile. C'est une grosse machine. C'est assez difficile de faire bouger une machine comme ça. Un paquebot gros comme ça. Un paquebot gros comme ça, Je vais vous lancer une autre piste. Si vous pouviez rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée. Einstein, qui a toujours été mon idole. Pour quelle raison? Pas mon idole, mais qui a toujours été quelqu'un qui m'a inspiré par rapport à la recherche. À cause de la recherche? Imagination is more important than knowledge. Ah, c'est bon. Ce qui est particulier d'Einstein, pour avoir lu un peu sur lui, c'est qu'on imagine de penser qu'un physicien était une vedette, presque comme une vedette rock. Les gens, je pense que beaucoup de gens venaient l'écouter puis ne comprenaient pas ce qu'il disait. Est-ce que c'est votre impression? Probablement pas, effectivement. Puis je sais pas, à l'époque versus maintenant, quand on écrit des livres posthumes sur une personne comme ça, comment la réalité peut changer un peu, mais c'est quelqu'un qui, effectivement, me paraissait très
comment dire, qu'il y avait des idées des idées nouvelles, puis une nouvelle approche par rapport à la science, là. Non, c'est un très bon choix. Avez-vous, en concluant, Dr. Piché, une dernière pensée ou quelque chose qui résume un peu l'entretien qu'on a eu aujourd'hui? Ou... Je dirais l'espoir. L'espoir? Oui, pour ces patients-là. Actuellement, c'est extrêmement difficile pour les patients de voir, quand on n'a pas d'amélioration du tout pendant 3 ans, c'est difficile de voir la lumière au bout du tunnel. J'essaie de leur donner de l'espoir en espérant que je me trompe pas et qu'effectivement, on va avoir des choses intéressantes à leur offrir. Mais ces gens-là ont besoin d'espoir essentiellement. C'est une belle chute. Alors, Dr. Piché, merci beaucoup. Et merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.